Welcome to Energy Vista, a podcast on energy issues, personal and professional trajectories. This is where we make experts great again and where we contribute actively to the public debate and policy making around commodities, the geopolitics of energy, and trade. Welcome to Energy Vista. I'm your host, Leslie Palti Guzman. It's September 30, 2025, and time for a new Energy Vista episode. Today, I'm exchanging with Marc-Antoine Elmazega, director at IFRI, the French Institute on International Relations, which is a leading think tank on geopolitics, and he analyzes energy, climate, and raw materials. Marc-Antoine is just back from New York and Washington, D.C. It was also at the time where there was the UN General Assembly and Climate Week. And I thought it could be interesting to hear about his European view on current US energy policies and what it means for Europe. But first, my take. Listening to President Trump's rhetoric, including at the UN speech last week, you might think that US energy policy today is only about beautiful coal and drill, baby, drill. But if you follow Energy Secretary Chris Wright, you may get a different picture of the future US energy mix. So I'm going to unpack all this a little bit more with Marc-Antoine. And also in this episode, we are going to zoom out to cover today's hot topics in Europe, including the war in Ukraine and its energy dimension, and transatlantic trade tensions with the US, including with methane regulations and tariffs. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour, hello Leslie, good to be back in the podcast. Great, yes, indeed. You were there. Oui, non, je continue en français. Tu étais là il y a quelques années et donc je suis ravie de t'avoir de nouveau. Alors, tout d'abord, quelles sont tes impressions de ton voyage aux États-Unis? Est-ce que tu es revenu anxieux, surpris, admiratif, critique, ou tout en même temps? Dis-nous un peu ton ressenti. Alors, je crois que d'abord, c'est toujours hyper impressionnant venant d'Europe d'arriver aux États-Unis où il y a un strong will et vraiment une détermination très forte. On sait où on veut aller aux États-Unis. C'est très impressionnant, c'est très important. Alors qu'en Europe, très franchement, on ne sait pas où on veut aller. On sait surtout toutes les brèches qu'il faut colmater, toutes les crises qu'il faut essayer de juguler. Et c'est vrai que l'ambiance est complètement différente. Il y a évidemment des situations énergétiques qui ne sont pas comparables, mais ce qui m'a très frappé, c'est cette priorité absolue conférée à l'intelligence artificielle, les infrastructures digital, data center, etc., les calculateurs. Donc, tout cela est absolument prioritaire. Il faut l'alimenter en énergie, coûte que coûte. Et au fond, je crois que ça, c'est sans doute le premier message. Donc, coûte que coûte, ça passe aussi par éventuellement la cage charbon, parce que il en va du leadership américain sur ces technologies dans la compétition aussi avec la Chine. Et la deuxième chose qui m'a frappé, c'est évidemment l'immense potentiel lié au gaz naturel, dont la croissance de la production va se poursuivre et qui va jouer un rôle évidemment grandissant dans le secteur de l'électricité. Et en même temps, évidemment, et pendant qu'on y était, on a encore eu évidemment des discussions sur les exportations de GNL, de gaz naturel liquéfié, les États-Unis. Et les États-Unis vont là encore prendre une avance absolument phénoménale avec tous les nouveaux projets qui sont en cours d'être livrés, plus ceux qui vont être construits. Et donc, au fond, une fois qu'on a dit ça, des questions quand même qui arrivent, des questions sur est-ce qu'on peut à la fois avoir une production de gaz américaine qui augmente très vite, très fort pour servir le marché intérieur, où la demande, elle, va très fortement croître? Est-ce qu'on va pouvoir servir les marchés extérieurs? Est-ce que le pays va être en mesure d'assurer sa sécurité d'approvisionnement électrique?
sachant qu'il y a eu des décisions déplorables d'un point de vue européen sur l'abandon de l'éolien en mer, qui est une vraie industrie performante avec des emplois locaux. Il y avait des investissements, bien sûr, aussi européens, mais pas que, parce qu'il y avait des banques américaines, des fonds américains qui étaient impliqués dans le financement de ces infrastructures. Et puis, évidemment, la question plus large du climat. Mais là, les échos quand même de New York, qui vont être confirmés à Belém, c'est que le monde ne va pas arrêter sa tentative de transformation énergétique juste à cause des États-Unis, au contraire. Très intéressant. Alors, tu as mentionné une direction très claire. Je pense que aux États-Unis, il y a eu quand même des flip-flops entre les différentes administrations. Donc là, il y a une visibilité, enfin une incertitude peut-être pour le prochain président, selon le parti et selon sa vision. Si on fera un retour sur une politique plus climatique, moins de charbon, plus de régulation pour contrôler les émissions, etc. Là, absolument, on est dans une optique très axée sur la technologie. Mmh. Donc, c'est une administration qui non seulement va utiliser des nouvelles technologies pour les énergies du futur, pour développer les énergies du futur et mettre de l'argent dedans et de la recherche, comme la fusion nucléaire, petits réacteurs, etc. Oui, le vent, surtout le vent en mer, n'a pas du tout gagné l'attention et l'affection de l'administration actuelle, mais le géothermal, oui. Mmh. On parle très peu, je pense, actuellement de l'hydrogène comparé à l'Europe actuellement. Ça, on pourra peut-être en parler après. Donc, je pense qu'il y a une politique de revenir sur ce qu'on appelle le all of the above energy et une certaine nouvelle version de ça, avec donc, oui, le charbon, le gaz, le nucléaire, nouvelles énergies, nouvelles technologies. Donc, tout ça dans un mix diversifié parce que, comme tu l'as mentionné, la course avec la Chine sur l'intelligence artificielle et aussi sécuriser les supply chains. Donc ça, c'est aussi un élément très important, je pense, pour l'administration actuelle et aussi voir où l'administration actuelle a un avantage, en fait. Parce que est-ce que l'Amérique a vraiment un avantage sur les renouvelables? Pas vraiment. Est-ce qu'ils ont un avantage comparatif sur le gaz? Oui. Donc, je pense que c'est aller développer et mettre toute l'énergie et l'argent là où il y a vraiment un avantage américain. Oui, absolument. Absolument, parce que, en fait, vu d'Europe, parfois ça paraît un peu fou et irréaliste, mais au fond, voilà, je crois qu'il faut bien comprendre la logique. Et il y a une logique. La première logique, c'est effectivement, il y a des ressources colossales de gaz naturel aux États-Unis. C'est un atout compétitif immense dans la compétition internationale. Ce gaz est relativement pas cher à extraire, donc il faut l'utiliser. Et ça, c'est quelque chose souvent qu'on comprend pas bien ici, parce que quand on voit cette administration qui s'oppose comme ça aux renouvelables, en fait, derrière, il y a quand même des calculs dont on peut discuter la pertinence, etc., mais qui montrent que pour un pays qui est assis sur de telles ressources de gaz, en fait, si on veut réduire l'accroissement des coûts du système et donc les factures pour les consommateurs, etc., miser sur le gaz, ça permet de réduire les coûts de développement du réseau, ça permet de réduire les coûts de flexibilité, etc. Alors, d'un point de vue d'Européens, et d'un point de vue de personnes qui se préoccupent de notre bien public global qui est le climat, évidemment, dans le gaz, on ne résout pas toutes les externalités, notamment les coûts liés au changement climatique. Mais Donc, là, oui, si je peux t'interrompre là un moment, je pense que ce que tu as mentionné sur le coût de l'électricité, c'est super important parce qu'en fait, la demande d'électricité aux États-Unis augmente. ouais. Et il y a une peur que les coûts vont augmenter encore plus. Et aussi, il y a une peur des pannes d'électrique. Donc, s'il y a de plus en plus de demandes de différents pôles qui sont peut-être en compétition d'ailleurs, que ce soit les data centers ou pour les maisons et les individuels,
ou pour les voitures électriques, etc. Je pense que l'administration actuelle aussi prend en compte des tensions possibles futures sur les réseaux électriques et donc se dit peut-être que le charbon, finalement, il ne faut pas non plus complètement l'abandonner. Au contraire, essayer de moderniser quelques centrales et donc garantir cette sécurité énergétique aussi pour l'électricité. Ouais, parce que en fait, il y a un truc qui est fondamental, c'est qu'aux États-Unis, il y a vraiment de la croissance de la consommation d'électricité, alors qu'en Europe, il n'y en a pas. Et nous, on a un immense problème en Europe à cause de ça, parce qu'en fait, on est en situation de surproduction électrique, les prix de l'électricité de gros s'effondrent, au point qu'on va avoir une crise d'investissement, parce que on ne peut pas investir dans des actifs de production avec de tels niveaux de prix, c'est pas possible. Alors qu'aux États-Unis, voilà, il y a la tension inverse, c'est que la demande est très forte, va augmenter encore plus rapidement, parce que là, les investissements dans toutes les infrastructures digitales vont faire x5, x10 en l'espace de 3, 4 ans. C'est absolument colossal ce qui est en train de se passer. Mais là, le sujet, Leslie, en effet, c'est si je suis aujourd'hui un Google, un Microsoft ou un Meta, mon problème, c'est bien sûr d'avoir accès très vite, très fort à du foncier pour construire mon infrastructure, aux connexions électriques et à l'électricité. Mais si je fais sauter le système électrique américain, les consommateurs américains, les citoyens américains et, in fine, l'administration Trump va se retourner contre moi en disant finalement votre EA, d'abord on voit pas exactement où sont nos atouts, ça risque de détruire des emplois et en plus ça crée de l'insécurité électrique. Donc là, il y a un chemin de crête très étroit, très compliqué et effectivement, du coup à court terme, il n'y a pas d'autre solution que de maintenir des actifs qui étaient en phase peut-être de fin de vie technique, par exemple des centrales à charbon, et de les laisser tourner encore davantage. Alors c'est dommage évidemment pour le climat, mais pour la sécurité d'approvisionnement électrique, c'est essentiel. Alors ce qu'on regrette évidemment et ce qui interpelle, c'est mais pourquoi dans ce cas débrancher des parcs éoliens en mer qui allaient être lancés, qui allaient produire de façon relativement fiable de l'électricité, parce qu'on sait quand même très bien prévoir cette production électrique. Et quand on est sur des parcs en mer, quand bien même les coûts d'installation de ces parcs ont augmenté, on a quand même un vrai avantage de sécurité d'approvisionnement. Et donc ça interpelle, mais là, on a sans doute un penchant idéologique qu'on a vu lors du discours du président Trump aux Nations Unies. Et voilà, là on est dans le domaine des convictions profondes et on peut difficilement raisonner, entre guillemets. Oui, et justement, la question idéologique est intéressante parce que d'un côté, il y avait un certain dogma autour des renouvelables qui existe aussi peut-être en Europe, mais choisir une énergie renouvelable au détriment de toutes les autres, c'est peut-être pas aussi dans l'intérêt stratégique de certains pays. Donc oui, une idéologie pour l'instant qui favorise les industries fossiles et qui ne veut pas surreprésenter les industries renouvelables. Ouais, alors que franchement, ce qui m'a frappé moi en tant qu'Européen, c'est que j'ai vécu les 4 dernières années avec le constat que l'Inflation Reduction Act était en train d'aspirer les investissements de l'OCDE dans les clean tech vers les États-Unis et aux États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis, rattraper leur retard qui s'accumulait, étaient en train de siphonner tout un tas de projets en Europe qui allaient désormais là-bas. Le capital européen bougeait aux US. C'était un nouvel Eldorado et tout d'un coup, tout s'arrête. Alors ça s'est pas arrêté juste avec Trump, ça s'est arrêté en fait début 2024 avec les incertitudes liées à ça. Mais en fait, les États-Unis étaient en train de se développer, de se doter d'une clean manufacturing supply chain. Donc, tout allait être produit made in US. Alors, je crois que cette administration Trump, effectivement, pointe du doigt quand même une vulnérabilité majeure sur les énergies renouvelables. C'est le fait qu'il y a effectivement une dépendance de plus en plus forte à certains maillons chinois, voilà, dans ces chaînes de valeur. Et c'est vrai que, vu ce qu'est en train de faire la Chine dans les métaux, et clairement, elle weaponise, elle arsenalise les dépendances aux métaux, c'est très préoccupant. Et
elle a raison de pointer ça du doigt et elle a raison de dire mais si on passe d'une dépendance au gaz russe pour les Européens à une dépendance aux métaux et aux équipements chinois dans les énergies renouvelables, je pense que effectivement, elle a raison de dire qu'il y a un problème. Alors, cela dit, ça c'est la caricature. Dans la réalité, les choses sont bien plus compliquées. Une chose est sûre, c'est que quand même, à l'échelle mondiale, on ne peut pas faire la transition énergétique sans des équipements chinois. La Chine a pris un tel avantage, etc. Maintenant, tout l'enjeu, c'est d'être suffisamment agile, diversifié, résilient, pour utiliser au mieux possible les équipements chinois qui ont été subventionnés par l'État chinois. Donc, pourquoi pas en profiter tout en garantissant qu'on soit pas vulnérable et soumis à des aléas ou à des décisions politiques du Parti communiste chinois. Mais malheureusement, je pense que là, la position transatlantique diffère très fortement. Aux États-Unis, on veut un découplage total dans ces chaînes de valeur-là, alors qu'en Europe, on essaie de chercher un juste milieu, mais on le cherche dans une situation en fait très difficile parce qu'on est sous pression sur les tarifs, on est sous pression des États-Unis, on est sous pression pour avancer dans notre transition parce qu'on voit la menace climatique. Et celle-là, par contre, c'est ça qui m'a frappé, Leslie, c'est qu'aux États-Unis, on la voit pas. C'est-à-dire que euh, le discours là-bas, c'est de dire on nous avait promis ou on nous avait dépeint un paysage où il y aurait des centaines de millions de morts, des destructions épouvantables liées au changement climatique, etc. Il a déjà lieu ce changement climatique, mais on ne voit pas tout ça. Au contraire, on voit qu'il y a énormément de morts du fait de la malnutrition, de la pauvreté, etc. Et donc, au fond, est-ce qu'on n'a pas, c'est ça le questionnement américain, en tout cas de cette administration, c'est de dire est-ce qu'on n'a pas surexagéré les dégâts du changement climatique et la menace, et donc mis trop d'argent là-dessus et pas assez sur les autres défis, et notamment le sous-développement, etc. Et là, la réponse de l'administration, c'est de dire eh bien, bon, nous on met des tarifs, mais cela dit, il faut faire des deals et investir autant que possible un peu partout. Et donc voilà, là je dirais que la réponse évidemment est pas satisfaisante d'un point de vue européen, mais on voit quand même une certaine cohérence de l'argumentaire américain. Nous, ce qui nous choque, c'est que quand on voit des destructions climatiques aux États-Unis, eh bien, les assureurs se dégagent, n'assurent plus. Il y a des gens qui sont évidemment placés dans la pauvreté, dans l'incertitude, etc. Mais vu les États-Unis, c'est une opportunité pour reconstruire, pour créer de l'emploi, pour créer de la croissance économique. Et au fond, ces accidents climatiques ne sont pas dramatiques. Voilà un peu les divergences que j'ai pu observer et qui interpellent quand même beaucoup. Alors bien sûr, c'est pas tous les États-Unis, parce que ce qui est quand même très important, on l'a vu à Climate Week, Leslie, c'est que il y avait quand même les municipalités américaines qui étaient là, il y avait les États fédérés, il y avait des grandes entreprises qui elles continuent, quelles que soient les orientations politiques à Washington. Je pense que aussi, ce que l'administration actuelle veut montrer au monde, c'est qu'il y a pas mal d'hypocrisie. Et d'ailleurs, dans le speech de Trump, son discours à l'ONU, il montrait du doigt la Chine en disant que si vous croyez que la Chine arrête d'utiliser le charbon, vous vous trompez. Ils utilisent encore beaucoup de charbon, donc pourquoi nous on arrêterait ou que d'autres pays arrêteraient alors que ça leur serait à leur dépens pour leur croissance économique. Oui, oui. Donc c'est un peu cet équilibre où l'administration actuelle pense à la croissance économique en premier, aux créations d'emplois, remettre aux États-Unis les usines, manufactures, industrialisation, sécuriser toutes les chaînes de valeur, y compris les minerais, mais aussi les bateaux, les navires, et gagner la course, si c'est une course sur l'intelligence artificielle. Donc beaucoup d'objectifs et donc en priorité, il n'y a pas le climat, mais qui peut, en fait, Chris Wright, il en parlait récemment en interview, les États-Unis ont diminué leurs émissions de CO2 ces 10 dernières années en passant du charbon au gaz, par exemple.
Donc, il va y avoir peut-être d'autres initiatives qui vont faire que, indirectement, des émissions pourront éventuellement baisser, peut-être à 10 ans, 20 ans de maintenant, s'il y a vraiment une relance du nucléaire, par exemple. Ouais, absolument. En fait, voilà, c'est une administration qui croit en force du marché, qui prend effectivement ce bon exemple du gaz naturel qui a sorti une grande partie de charbon, qui dit, au fond, Chris Wright, il n'est pas tout à fait sur la même ligne que le président Trump, il dit, des renouvelables me posent pas de problème tant qu'il n'y a pas de subvention publique, parce que je vois pas pourquoi est-ce que le taxpayer devrait subventionner des technologies plutôt qu'une autre, on veut être plutôt agnostique, qui dit en même temps, bon, sur le nucléaire, nous, notre rôle principal, c'est de faciliter le permitting. Alors, il y a un débat après sur est-ce qu'en fait l'administration est pas quand même en train de choisir des technologies, des grands réacteurs plutôt que des petits, plutôt de favoriser l'un ou l'autre, parce qu'il y a quand même des gens de poids qui trouvent qu'en fait il y a quand même un peu de cherry picking là-dedans et qu'elle devrait être beaucoup plus neutre et se contenter en fait de lean back et de faciliter les affaires autant que possible. Mais au fond, je pense qu'il y a quand même une erreur fondamentale d'analyse sur la Chine. Et j'aimerais qu'on en discute 2 minutes parce que tu l'as mentionné. Mais il y a cette vision d'une Chine qui va continuer à double down sur le charbon et qui n'est pas du tout engagée dans la transition énergétique et qui produit des transitions des technologies bas carbone qu'elle exporte alors qu'elle-même finalement ne décarbone pas et continue d'avoir des émissions en hausse. Mais en fait, je pense qu'on sous-estime l'ampleur des transformations en Chine et surtout à quel point elle va pouvoir effectuer un pivot à une rapidité fulgurante. Et on le voit avec leur voiture électrique, par Et on exemple. le voit avec leur voiture électrique. Et alors, en fait, par exemple, sur le charbon, c'est vrai que on retient toujours le chiffre que ils installent une nouvelle ou deux nouvelles centrales à charbon toutes les semaines. Mais on oublie que, ok, ils font ça d'un côté, mais d'un autre, ils sont en train de fermer des très vieilles centrales. Donc en fait, ils remplacent des centrales ultra neuve. Dans le jargon, c'est ultra hyper critique, donc très performante. Ah, ça pollue quand même, hein, bien sûr, mais beaucoup moins que les anciennes. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils déploient quand même plus de 250 gigawatts, voire plus, d'énergie renouvelable par an. C'est absolument invraisemblable. Et la troisième chose, et ça c'est très important, c'est qu'en fait ils investissent massivement dans le nucléaire et la fusion. On le voit pas du tout, mais c'est énorme ce qui se passe là-bas. C'est Mais si gigantesque. je peux me permettre, le renouvelable, ce qui permet qu'elle se développe, c'est aussi parce qu'ils ont des lignes de transmission à haut voltage qu'ils ont réussi à développer, alors qu'aux États-Unis, c'est plus compliqué et plus lent. Oui, absolument, absolument. Et, Oui, et après, ça nous amène à parler aussi de tout le problème d'infrastructure, nouvelle infrastructure nécessaire ouais. justement pour les data centers, toute la révolution digitale, c'est qu'on a besoin de ces nouvelles infrastructures de transmission qui ont eu du mal à être construites jusqu'à maintenant à cause de permis, à cause de pas dans mon backyard, etc. Ouais, ouais. Bah, tout à fait. Alors, pour finir juste sur la Chine, c'est-à-dire que là où, à mon avis, on sous-estime un dernier élément fondamental, c'est que, alors ils vont construire ces réseaux, ils ont aussi leurs difficultés, etc., mais ils le font. Et ça va beaucoup les aider parce que, en fait, la production d'énergie renouvelable, elle est très loin des centres de demande. Donc, il faut tirer des lignes sur 2 000 à 3 000 kilomètres, mais ils vont le faire. Quand on est chinois, qu'on va connecter sa ville à des pôles de production d'énergie renouvelable, on pense sur des milliers de kilomètres. En Europe, on pense sur des dizaines de kilomètres. Là-bas, c'est des milliers de kilomètres. Mais donc, les échelles sont assourdissantes. Mais ce qui est décisif, c'est que ils sont en train d'électrifier l'industrie. Et une fois qu'ils auront le nucléaire, la fusion, les renouvelables et les réseaux, ils vont pouvoir décarboner l'industrie très vite, très fort. Et au fait, au fond, rentrer dans les clous du CBAM et rentrer dans les clous du CBAM européen, britannique, japonais, etc. Donc ça va être très 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 impressionnant. Mais sur les États-Unis, là, je crois que ça c'est clé et c'est une grande leçon pour nous en Europe, c'est qu'ils font deux choses et je te remercie d'en avoir parlé, c'est que quand même cet immense effort de facilitation du permitting, avec ce qui est coordonné par ce National Energy Dominance Council, donc NEDC. C'est un truc qui paraît un peu impérialiste et curieux vu d'Europe, mais qui est quand même très efficace aux États-Unis. Bon, ben voilà, ils font ce job-là. Et ils ont les mêmes problèmes que nous entre la France et l'Allemagne, que nous entre la France et l'Espagne. Ben, eux, ils l'ont entre les États, les différents États. Donc, ils essaient de régler ça. C'est très important. Et
ça va permettre d'économiser de l'argent, ça va faciliter les choses. Alors s'il le faisait aussi pour les lignes électriques, ça serait très bien. Là, j'ai l'impression que pour l'instant, la priorité, c'était l'oil and gas. Mais la deuxième chose, c'est de l'investissement dans les métaux. Et là, il déploie des moyens financiers, une énergie, des ressources de l'État, c'est-à-dire la puissance publique, le Department of Defense, les services, les banques de développement, les banques d'investissement, des structures d'investissement dans ces métaux. Donc, c'est toute la panoplie possible est mobilisée, y compris aller prendre des participations dans des projets, signer des contrats d'off-take de long terme avec des prix planchers. Alors, tout un tas de choses dont on a toujours dit en Europe que c'est ce qu'il faut faire exactement la même chose si on veut vraiment obtenir des résultats. Le fait est qu'aux États-Unis, ils le font. Il va y avoir des problèmes, il va y avoir des choses qui marchent pas, etc. Mais dans l'ensemble, ça va donner des résultats. Alors qu'en Europe, on fait des conférences, on fait des textes réglementaires, on se rencontre, on discute de il faut, mais en fait, on avance très peu rapidement. Et on est en train de perdre l'industrie du recyclage qu'on voulait développer, mais en fait, le développement est très lent et très inégal et très problématique. On ne fait pas les investissements miniers qu'il faut. On arrive ici et là à investir dans des éléments liés aux terres rares, au recyclage des ments permanents, etc. Mais en fait, on n'est pas du tout aux bonnes échelles. Et aux États-Unis, au moins, ce virage-là, ils l'ont pris. Et ça, je crois que ça doit être un wake-up call, comme on dit, pour l'Europe. Mais le problème, c'est qu'on a eu déjà plusieurs wake-up calls et pour l'instant, on voit toujours pas le démarrage en Europe. Alors justement, parlons d'Europe. Depuis la guerre en Ukraine, il y a eu beaucoup de transformations aussi dans le système énergétique européen. Et là, un petit changement de direction aussi par rapport à l'Ukraine et l'administration américaine qui demande à l'Europe d'imposer plus de sanctions et de se débarrasser encore plus vite du gaz russe. Donc, au lieu de 2027, 2026. Est-ce que tu penses que c'est faisable? À quel prix? Donc là, en pipeline gaz, l'Europe, elle importe encore à peu près cette année, je pense, pour 2025, ça va être entre 13 et 16 BCM de pipeline. Et après, il y a du GNL qui arrive toujours, à peu près, je sais pas, 7-8 millions de tonnes par an, surtout de Yamal, LNG. Donc, qu'est-ce que tu penses donc, l'Europe a sorti récemment son 19e paquet de sanctions et apparemment, il y a des nouvelles discussions pour d'autres sanctions supplémentaires. Ouais. Alors, bon, d'abord, il faut quand même faire le constat que en 3 ans, l'Europe est passée d'à peu près 160-165 milliards de mètres cubes d'importation de gaz russe, GNL plus pipe, à, tu l'as dit, il en reste peut-être une trentaine de milliards de mètres cubes. Donc, c'est quand même un sacré effondrement. Et cela dit, ce qui demeure reste évidemment problématique parce que ce sont des revenus pour Gazprom et du coup il y a des revenus fiscaux qui y sont liés et ça maintient Gazprom plus ou moins à flot. Gazprom a quand même perdu la plupart de ses grands clients. Aujourd'hui, ses principaux clients, c'est la Chine, la Turquie, et encore, on va voir ce que donne la renégociation de contrats avec les Turcs, et un petit peu l'Asie centrale, un petit peu l'Europe. Donc, c'est quand même une situation bouleversante pour cette entreprise qui était quand même le premier exportateur de gaz au monde. Hein. Alors, une fois qu'on a dit ça, effectivement, il reste un peu de gaz en Europe centrale et puis ce GNL. Ce qui est sûr, et c'est toi l'expert du marché GNL, mais on n'a jamais vu autant de production de GNL sur les marchés et surtout à venir. Donc, avec des capacités d'absorption de tout ce GNL qui vont pas augmenter aussi vite que la production de GNL. Donc, en fait, si jamais on voulait le faire, c'est le bon moment. Et au fond, on pourrait, du coup, d'ailleurs aussi, importer plus de GNL américain. Et c'est, je crois, le message de Chris Wright quand il est venu en Europe, c'est-à-dire dire aux Hongrois, etc., et aux Slovaques, maintenant, il est temps d'acheter du GNL américain. Ça tombe bien. On a des terminaux d'importation en Croatie, par exemple, en Pologne, aux Pays-Bas, en France, voire pourquoi pas. Et donc, vous pouvez, ou en Grèce d'ailleurs, et vous pouvez remonter du GNL chez vous. Alors, le problème pour la Hongrie et la Slovaquie, enfin, de leur point de vue, c'est dire oui, mais ça sera plus cher parce qu'il faut qu'on paye. Voilà, il faut qu'on paye le regas plus le transport. Mais la bonne nouvelle, c'est que s'il y a autant de GNL qui arrivent sur les marchés dans les prochaines années, les prix devraient quand même baisser
Voilà. et revenir à sous les 10 millions, les 10 dollars par million de BTU. Voilà. Donc, les circonstances sont favorables, les problèmes de flux logistiques existent mais peuvent être réglés parce qu'il y a quand même une infrastructure gazière, d'ailleurs qui a été en partie soutenue et financée par les États-Unis pendant la première administration Trump. Et il faut quand même dire une chose, c'est qu'il avait vu juste sur le gaz, le président Trump, parce qu'il avait dit à Angela Merkel, vous devez construire des terminaux GNL pour diversifier, vous êtes trop dépendant du gaz russe. Merkel avait rigolé en disant mais ce sont nos meilleurs fournisseurs, ils l'ont été depuis toujours, pourquoi est-ce qu'on diversifierait? Elle a vu l'addition en 2022, Trump avait raison, et en Europe du Sud-Est, il avait raison aussi, son administration la première, en allant investir pour soutenir le développement du GNL grec, le développement du GNL en Croatie, des infrastructures en Bulgarie, parce que au fond, ils avaient bien vu qu'il fallait finalement réduire cette mainmise russe et qu'on pouvait le faire. Alors, je pense que donc c'est le bon moment pour le faire. Maintenant, évidemment, dans cette législation européenne, il y a ces décisions qui sont prises à l'unanimité. Donc, on va voir si cette administration est capable d'exercer de la pression sur la Hongrie et la Slovaquie pour que cela bascule vers d'autres fournisseurs. Donc ça, c'est en cours. Je pense qu'il y a eu des appels du pied européens pour suggérer à l'administration Trump d'utiliser sa puissance pour signaler à ces deux trublions européens qu'il y a des alternatives. Donc en tout cas, c'est le bon moment, mais il faut quand même pas oublier une chose, c'est que on va avoir la hurricane season aux États-Unis à l'automne avec le début de l'hiver. Donc s'il y a des ouragans dans le golfe du Mexique qui empêchent les bateaux de sortir ou d'arriver, le marché du GNL va se retendre rapidement. Donc pour nous Européens, on a quand même perdu énormément d'alternatives et pour notre approvisionnement en gaz. Et on est quand même dans une situation relativement confortable avec beaucoup de outages sur des terminaux GNL un peu partout dans le monde qui n'étaient pas du tout prévus, qui se prolongent. Il y a toujours des incidents techniques, hein, mais il y a des périodes de maintenance qui se prolongent, qui s'accumulent. Voilà, tout ça fait que, en fait, on n'est quand même pas dans un vrai confort. Il y a quand même un certain nombre de facteurs qui peuvent nourrir, entretenir de la volatilité. Et donc, voilà, c'est quand même des décisions lourdes, surtout quand on est dans une zone enclavée en Europe centrale, où on a encore des industries qui produisent de la pétrochimie, des engrais, etc. à partir de gaz, et où surtout on chauffe l'hiver au gaz. Mais il y a quand même, il faut le rappeler, parce que ça c'est l'argument qui est souvent servi, mais il faut quand même prendre ça avec des pincettes. Il y a des stockages de gaz très conséquents en Slovaquie et en Hongrie qui permettent de passer un hiver. Hein. Mhm. Très bien. Maintenant, pour ce qu'il en est des discussions commerciales entre l'Europe et les États-Unis, est-ce que tu peux nous donner un petit tour d'horizon sur qu'est-ce qui va se passer avec les régulations sur le méthane en Europe? Et tu as mentionné CBAM tout à l'heure. À quoi il faut s'attendre pour les exportations américaines de GNL surtout? Alors ça là tu pointes du doigt effectivement une des épines dans le pied ou une des nombreuses épines dans le pied de la relation transatlantique en ce moment parce que c'est vrai que en Europe on prend le sujet des émissions fugitives de méthane très au sérieux. Donc de quoi s'agit-il juste pour les auditeurs? Mais on sait que le méthane est un gaz qui a un pouvoir de réchauffement extraordinairement plus élevé que le CO2 sur une durée relativement courte. Donc, or, nous, ce qui nous intéresse, c'est la durée courte, puisqu'il faut sauver la planète là, dans l'immédiat. Et que parmi les nombreuses sources d'émissions de méthane, bien sûr, il y a l'agriculture, il y a landfills, les décharges à ciel ouvert, il y a la riziculture, il y a l'élevage, mais il y a aussi évidemment le secteur de l'énergie avec les fuites tout au long des chaînes de valeur, au niveau du puits, du torchage, du transport, le boil-off, donc l'évaporation sur le transport de GNL, etc. Bon, donc en Europe, on veut connaître quelle est l'empreinte méthane des différentes sources d'approvisionnement. Ça, c'est le premier élément de la législation qui est en place. Et la deuxième chose, c'est qu'on veut que les acteurs qui fournissent du gaz à l'Europe aillent mesurer tout cela, aillent le reporter, donc déclarent finalement ces émissions, et puis évidemment s'engagent à les baisser. Et le problème qu'on a, c'est que évidemment, comment est-ce qu'on opérationnalise cela?
parce que il faut qu'on puisse, parce que l'idée européenne, c'est qu'on va comparer après les fournisseurs et que progressivement, eh bien, on va chercher à évincer ceux qui ont, en gros, des mauvaises notes et des mauvais résultats, et on va se privilégier ceux qui ont des bons résultats. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que d'abord, il y a différentes façons de mesurer. Euh, c'est quand même pas forcément facile de comparer. Ensuite, comment est-ce qu'on va choisir, sur quels critères, et comment est-ce qu'on peut forcer ou contraindre les acteurs à finalement faire des investissements, mais lesquels, comment est-ce qu'on va mesurer les éventuelles améliorations, quelle doit être la bonne durée permise, parce qu'il faut quand même laisser un bénéfice du doute et aux acteurs le temps de réagir, etc. Donc voilà, il y a toute une question autour de l'opérationnalisation de tout ça. Alors, ça, c'est le point de vue européen, sachant que les Européens, souvent, ne savent pas exactement, ils lancent des initiatives, mais ils savent pas exactement comment ils vont les mettre en œuvre. Et donc là, je crois que dans ce cas-là, on est aussi un peu dans une situation comme ça, où c'est comme avec le CBAM, on lance un truc, mais en fait, c'est learning by doing, et au fur et à mesure, on comprend qu'il y a plein de difficultés, donc on essaie d'y faire face, mais en attendant, ça a créé des urticaires un peu partout. Alors, le problème de l'administration américaine, c'est qu'elle, d'emblée, elle est rentrée dans cette discussion en disant, moi, je supprime les obligations de reporting de l'Environmental Protection Agency aux États-Unis, et je dis à mes acteurs, mais de toute façon, vous produisez du clean gas, vous êtes les meilleurs, donc il n'y a pas de sujet, on enlève toutes les contraintes et Donc, en fait, il laisse les boîtes américaines de gaz de façon volontaire faire leur reporting et baisser leur émission de méthane s'ils y voient l'intérêt pour leur exportation à l'international. Voilà, voilà. Alors l'avantage des choses volontaires, c'est qu'il y a quand même des choses qui se font. Pourquoi? Parce que un grand nombre d'acteurs américains sont quand même sérieux dans le domaine de l'exportation de gaz et ont des clients qui leur demandent des engagements dans le long terme. Eux sont là pour le long terme et donc font les choses sérieusement et s'assurent que leurs fournisseurs aient des mécanismes de reporting et qu'effectivement les choses soient en place pour éviter des fuites, etc. Maintenant, on sait aussi qu'avec les systèmes volontaires, eh ben, s'il y a plus de contraintes, eh bien, on peut aussi tricher parce que quand même, l'idée, ça c'est l'AIE qui le disait, mais comme quoi en fait c'était irrationnel de ne rien agir et de ne pas agir sur les fuites de méthane parce qu'en fait c'est de l'argent qui se perd. C'est pas tout à fait exact parce qu'en fait, souvent dans cette chaîne de valeur, quand vous avez du gaz associé à la production de pétrole, etc., bon, vous regardez pas forcément. Parfois, c'est en fait très très cher d'aller récupérer tout ça, de construire l'infrastructure, etc. Donc, il faut quand même dire qu'un cadre volontaire, c'est sans doute pas, c'est faire donner trop de confiance à une industrie qui parfois n'a pas tout à fait les mêmes intérêts que ceux avec lesquels on voudrait le conformer. Donc voilà, cette conversation est en cours. Il va falloir quand même trouver des solutions. Donc Wright, le secrétaire à l'énergie, était à Bruxelles aussi pour discuter de ça. Je pense que clairement, le sujet va être sur l'opérationnalisation et il va falloir travailler avec l'American Petroleum Institute, qui est un peu l'association des producteurs américains, pour trouver des solutions de bon sens. L'enjeu, et je crois qu'en Europe, tout le monde veut, y compris les Total Energy, les Eni, les Shell, tout cela veulent un cadre robuste pour réduire ces empreintes de méthane, pour gagner la confiance des consommateurs, c'est très important. Mais ils disent aussi, attention, il ne faut pas faire n'importe quoi parce que il faut quand même qu'on pense à l'opérationnalisation de tout ça. Il faut que ça reste des choses faciles quand même à faire, à mesurer, à comparer, et qu'on n'ouvre pas, pardonne-moi l'expression, une nouvelle usine à gaz dans ce domaine-là. Qu'est-ce que tu penses de l'accusation de l'administration Trump que c'est une barrière non tarifaire et qu'en fait l'Europe utilise ce genre de régulation à son avantage? L'Europe ne produit pas énormément d'industries fossiles. Leur avantage, c'est d'être un leader dans le climat et d'imposer des règles et des standards. Alors, c'est vrai que, en fait, avec ce Green Deal, l'Europe se dote un peu de mesures à impact extraterritorial. Il y a la loi sur la déforestation, il y a le CBAM, il y a cette réglementation sur le méthane, et c'est vrai que, vu d'Amérique, c'est une première. C'est la première fois que l'Europe arrive avec des réglementations qui, en fait, ont des impacts sur les entreprises américaines, sans parler de la CSRD, etc. Les Américains oublient en passant qu'eux-mêmes ont sans arrêt
des impacts extraterritoriaux de leur législation, mais quand c'est eux, sans doute, ça pose pas de problème, et quand c'est les autres, ça interpelle. Alors, moi, je dirais que l'approche est quand même paradoxale, parce que d'un côté, l'administration dit, nous, on a du clean gas, on a les meilleures entreprises et le meilleur cadre, etc. Donc, ah bah, alors dans ce cas, quel est le problème? Allons regarder dans les chiffres, et puis tout le monde fera le constat objectif que oui, c'est le clean gas et que l'industrie américaine est extraordinaire, et que donc on peut aller double down en allant acheter du GNL américain. Donc il y a un peu ces deux poids deux mesures qui me perturbent, et puis il y a l'idée sur laquelle les Européens cherchaient à mettre des barrières. Non, en fait, je crois qu'en Europe, si la crise a bien montré une chose, la crise qu'on vit depuis 2022, c'est qu'en fait, on va avoir besoin de gaz dans la durée, que le GNL américain est un atout, parce qu'en fait, on n'a pas 36 options, et que donc, si on veut consolider ça et travailler en bonne confiance dans la durée, on a besoin aussi de travailler sur cette chaîne de méthane. Et il y a des solutions technologiques qui existent, on sait mesurer, ça coûte pas très cher, faut quand même le dire. On sait que des acteurs comme Eni travaillent avec les Algériens pour le faire, que Total Energy travaille avec l'Azerbaïdjan pour le faire, ou avec d'autres. Et donc, au fond, c'est pas rocket science. Donc, c'est probablement une tempête dans un verre d'eau. En fait, au fond, on peut trouver des solutions si on est de bonne foi et de bonne volonté. Très bien. Sur cette note très positive, Marc-Antoine, nous allons conclure notre discussion. J'avais quand même une petite question bonus pour toi, parce que je pose toujours des questions un peu plus personnelles. Et donc, en relisant ton CV sur LinkedIn, j'ai vu que tu avais fait ta dissertation de PhD sur l'Ukraine déjà à l'époque. Oh oui. Et alors, je me demandais qu'est-ce qui t'avait poussé à choisir l'Ukraine et sa politique gazière en 2006 ou je sais plus quelle année. Alors, écoute, c'était très simple. Je me suis dit, si je me lance dans une thèse, il faut que je trouve un sujet qui soit vraiment sexy, qui attire l'attention et qui soit geopolitical et topical. Parce que sinon, je vais faire une thèse dans une bibliothèque, personne ne s'intéressera à mes travaux, et au fond, je serai diplômé et je n'aurai pas de job ensuite. Et donc, j'avais pressenti que l'Ukraine allait être en fait un vrai sujet. C'était à l'époque un sujet pour le transport de pétrole aussi déjà, parce qu'on avait déjà en fait l'Azerbaïdjan, par exemple, qui venait concurrencer des hydrocarbures russes en passant par l'Ukraine. Donc, il y avait déjà des premiers sujets. Et puis, on sentait quand même que la Russie de Poutine cherchait des alternatives avec Nord Stream, etc., que les Allemands s'engouffraient là-dedans aveuglément. Et au fond, ça me titillait, et donc je me suis lancé là-dedans. Et figure-toi que j'aurais jamais cru que je ressorte mon pavé de thèse qui doit faire 5 ou 600 pages il y a 3 ans pour aller essayer de comprendre où est la station de mesure de Soujda, parce que j'avais les plans, les cartes, etc., mais on n'a plus tout ça, mais je les avais très très détaillés pour comprendre où c'est, et de fait, en fait, les combats ont fini même par arriver là-bas. Donc voilà, ça fait partie des choses malheureusement qui m'ont rattrapé. Et bon, évidemment, c'est tragique, mais d'une certaine façon, c'est assez ironique aussi. Ouais, on continuera à parler de l'Ukraine cette année, donc peut-être je te rappellerai sur le podcast. Ah volontiers, volontiers. Voilà. Merci beaucoup pour ta participation et à très bientôt. Merci Leslie, et à très bientôt également. This concludes our Energy Vista podcast, which was recorded on September 30, 2025. This is Leslie Pelletier-Guzman saying good day and good luck. If you like what you hear, want to support Energy Vista, discuss sponsorship, or send feedback, contact me.